écoute, parfait. Donc, bienvenue à tous, bonjour et bienvenue à tous. Donc, merci de nous avoir rejoints sur ce web séminaire de plus. Merci à Gilles, donc, qui nous fait le plaisir d'animer ce web séminaire. Voilà, il nous a semblé que dans cette période qui manque cruellement de visibilité à tous les niveaux, et notamment sur tout ce qui concerne les dispositifs et les mesures d'aide qui ont été mis en place, qui ont été pour certaines prolongées, réactualisées, supprimées, modifiées. Il était important de faire le point voilà, sur savoir qu'est-ce qui est aujourd'hui d'actualité. Et puis, c'est aussi l'occasion de pouvoir répondre à vos questions, puisqu'on s'est rendu compte que pour certains d'entre eux, ces dispositifs sont assez complexes, et notamment les critères d'éligibilité de vos offices de tourisme, selon la forme juridique, selon la nature de l'activité, etc., fait qu'il semblait intéressant, important de pouvoir apporter cet éclairage. J'en profite également pour vous dire que ce web séminaire est un petit peu un préambule à deux formations qu'on organise et qui auront lieu au mois de mars. Une première formation qui aura lieu les 11 et 12 mars en formation à distance, justement sur l'actualité comptable, fiscale, juridique des offices de tourisme, et voilà, qui sera l'occasion de refaire le point vraiment très en détail sur, notamment sur ces dispositifs, mais pas que, puisque nous aborderons vraiment aussi toutes les questions un petit peu plus largement et indépendamment de la crise Covid, toutes les questions de l'actualité donc juridique, comptable et fiscale. Et nous avons le 19 mars une journée consacrée à l'actualité. C'est une journée plutôt qui concerne plutôt les RH et qui est consacrée à l'actualité des questions sociales. Voilà, toutes ces deux formations sont accessibles sur le site trajectoiretourisme.com. Voilà, bah écoutez, sans plus attendre, je vais passer la parole à Gilles qui va animer ce web séminaire. Bien. Gilles, quand tu veux. Merci Eric. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce web séminaire donc, sur l'actualité des aides Covid-19. Je remercie donc Eric, Dominique, Christine et Marik pour l'organisation de ce séminaire. On va donc se voir 1h30 sur le sujet. Je vous ai envoyé le support par l'intermédiaire du chat, donc vous devez l'avoir normalement en PDF dans le chat. Voilà, ben, je vous propose qu'on le partage. Voilà, il devrait s'afficher normalement chez vous. Alors, on va donc traiter 4 sujets. Premièrement, le fonds de solidarité, ensuite l'activité partielle avec les deux sous-parties de droit commun et de longue durée. On traitera ensuite la deuxième vague des exonérations URSSAF et aide au paiement. Et enfin, quelques mesures diverses qui sont plutôt pour l'instant sous forme d'annonces non confirmées. On abordera en dernière partie. Alors l'idée, c'est qu'à la fin de chaque partie, on ouvre le débat. Donc, je vais projeter sur chaque partie une dizaine de slides, assez rapide, puis on ouvrira surtout le débat sur des questions-réponses pour qu'on se garde du temps sur l'échange. Voilà, donc on est sur Zoom. Bon, je pense que vous connaissez bien l'outil maintenant. Vous pouvez rendre votre micro muet ou l'activer pour poser des questions, consulter la liste des participants, partager l'écran, c'est plutôt pour l'animateur, et puis envoyer éventuellement des messages par le chat que relayeront soit Eric, soit Dominique. Voilà, ben je vous propose qu'on démarre donc, en commençant par le Fonds Solidarité. Alors le Fonds Solidarité, bon, ça a démarré donc, en mars 2020. La particularité qui n'est pas évidente, c'est que les règles changent à peu près tous les mois, voire même 2 ou 3 fois par mois, donc on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Donc bon, on va essayer d'éclaircir notamment les mois qui nous concernent. Donc c'est un dispositif qui est mensuel, hein, vous le connaissez maintenant. On va présenter le mois de décembre et le mois de janvier, qui sont encore éligibles sur la plateforme. Alors janvier n'étant toujours pas ouvert sur la plateforme impôts.gouv.fr. Alors, ce qui est ouvert aujourd'hui, c'est le fonds au titre du mois de décembre 2020. Ce qu'on va présenter, c'est notre secteur d'activité, donc c'est le code NAF 7990Z, hein, activité de réservation et activité connexe, qui fait partie, je vous rappelle, du secteur protégé, la liste qu'on appelle la liste S1, donc c'est une liste à la base éligible au fonds solidarité élargi qu'on va présenter. Pour y prétendre à ce fonds, 3 critères, il faut exercer une activité économique, donc ça concerne également les OT associatifs.
voilà, pour lesquels on nous dit il faut soit être soumis aux impôts commerciaux, soit avoir au moins un salarié, bon, ce qui est développé normalement. Par contre, il faut être une personne morale de droit privé, et donc dans les 35 pages de questions-réponses, on essaiera d'éviter, il y en a malheureusement une qui a répondu que les EPIC ne sont pas éligibles, étant considérés comme des personnes morales de droit public. Voilà, être assujetti aux impôts commerciaux et avoir au moins un salarié, je le disais, ça c'est un critère spécifique aux OT associatifs. Et le troisième critère, donc avoir une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 50% sur l'activité économique au mois de décembre 2020 par rapport, alors, soit à décembre 2019, soit à la moyenne du chiffre d'affaires mensuel de l'année 2019. On prendra un petit exemple, c'est plus parlant. Voilà, donc le montant a changé sur le mois de décembre, il a été élargi, alors notamment pour soutenir la restauration, tous les secteurs les plus touchés par la crise. Pour votre mois de décembre, donc, qui est encore ouvert jusqu'à la fin du mois de février, vous pouvez encore solliciter le fonds. Vous avez une très grosse baisse de chiffre de plus de 70%. Il faut calculer le montant le plus favorable entre soit votre perte de chiffre d'affaires par rapport à décembre, plafonnée à 10 000 €, soit un deuxième montant, 20% de votre chiffre d'affaires de l'année de décembre 2019. Sachant que l'aide maximum qu'on obtient en prenant le meilleur de ces deux montants est plafonnée à 200 000 €. Si vous avez une perte de CA plus petite entre 50 et 70%, c'est soit la perte de CA limitée à 10 000 toujours, mais soit le deuxième calcul à faire, c'est 15% de votre chiffre d'affaires de décembre 2010. Voilà. Alors on se demande parfois, les gens qui ont inventé ça, ils sont quand même très créatifs, mais bon, on est quand même obligé de répercuter ces textes un peu complexes. Voilà, ça change tous les mois, ce que je dis souvent. En Allemagne, ils ont décidé dès le début d'avoir un montant global pour l'année complète 2020. Ça n'a pas bougé. Il y avait un imprimé CERFA à faire. Et nous, on a des règles qui changent 2-3 fois par mois. Un peu plus latin. Un petit exemple, c'est plus parlant. Voilà, si votre chiffre d'affaires de décembre était de 4 000 €, par exemple, votre chiffre d'affaires de l'année dernière était de 10 000. Si votre total chiffre d'affaires, quand on se dit chiffre d'affaires pour les OT associatifs, c'est l'activité économique, globalement en compta, c'est la racine 70, pour ceux qui font de la compta, c'est là que vous avez votre chiffre d'affaires dans la nomenclature des comptes. Donc si en 2019, vous avez fait 180 000 par hypothèse, en divisant par 12 tout simplement, on obtient qu'on a fait 15 000 € en moyenne 2019. Donc on voit bien qu'il vaut mieux calculer la baisse de chiffre d'affaires sur 10 000 que sur 15 000. C'est plus favorable. On retiendra le plus favorable. Si on calcule la baisse de chiffre d'affaires sur 10 000, on n'obtient que moins 6 000 €, 4 000 moins 10 000, soit moins 60%. Si on calcule la baisse de chiffre d'affaires sur 15 000, c'est plus favorable, on obtient moins 20 000 €, moins 11 000 €, et donc on obtient une baisse de chiffre d'affaires qui est plus favorable de moins 73%. Et là, on calcule le montant le plus élevé entre soit 20% du chiffre d'affaires de décembre 2019, ce qui donnerait 2 000 €, ce qui n'est pas énorme, ou plutôt la perte de CA complète plafonnée à 10 000 €. Donc là, la perte de CA complète plafonnée à 10 000 €, ça donne 10 000 €. 10 000 €, c'est plus favorable que 2 000. Donc dans cet exemple, le fonds solidarité s'élèverait à 10 000 €. Voilà, donc depuis décembre, on a des fonds qui sont quand même plus favorables. Je pense à vos sociopros restaurateurs, par exemple. Voilà, un restaurant qui faisait plus de 120 000 € en 2019, c'est quand même la plupart des restaurants. Aujourd'hui, il touche 10 000 € par mois, ce qui est quand même mieux que 1 500 qu'on avait auparavant. Ça permet globalement de payer un loyer, des frais fixes incompressibles, et puis le salaire du dirigeant, puisque c'est à peu près ce qui va rester sur un restaurant. Donc c'est quand même mieux que les fonds des mois précédents. Voilà, je termine, puis on ouvrira le débat. Alors, j'ouvre le débat sur une autre nouveauté de décembre 2020, c'est pour les commerces des stations de ski. Les commerces des communes de stations de ski. Alors, qu'est-ce qu'une commune de station de ski? Bon, c'est donné dans ce décret, mais le plus simple, c'est d'aller voir la liste des communes. Pour une fois, on a un décret très précis qui a donné carrément la liste des communes. C'est globalement les communes de stations de montagne ou qui appartiennent à des stations de ski ou qui appartiennent à un EPCI dont au moins une commune est sur une station de ski. Donc, c'est assez large. Voilà, donc aujourd'hui, vos sociopros, vos commerces, alors sauf commerce de automobiles et motocycles qui ont été exclus, les carrossiers, les garagistes, tout ça. Et bien pareil, ils ont un fonds de solidarité qui est élargi. Ils n'appartiennent pas forcément tous à la liste des secteurs S1, mais voilà, s'ils ont moins de 50 salariés, s'ils perdent au moins de 50% de chiffre d'affaires
et ils sont dans le commerce de détail, voilà, hors automobile et moto, ils pourront avoir une aide de 80% de la perte de CA, si elle est dans la limite de 10 000 €. Et puis, si c'est une petite perte de chiffre d'affaires de moins de 1 500 €, là, carrément, l'État compense 100%. Donc voilà, un fonds qui est élargi pour les commerces des stations de ski qui ne seraient pas dans la liste S1 des secteurs éligibles, alors qu'il doit être derrière. Hein. Vous la trouverez, la liste complète sur ce lien. C'est donc principalement les secteurs hôtellerie, tourisme, restauration, événementiel, bien sûr, agence de voyage, tour opérateur, et bien sûr notre code NAF à nous, le 7990Z, est bien dans cette liste d'activités S1. Voilà pour le mois de décembre. Pour le mois de janvier, alors comme je vous disais, le site n'est pas encore ouvert. Pour le mois de janvier, il faut attendre un petit peu avant de saisir. Hein. Je vous rappelle que tout ça se saisit. Alors c'est assez simple. Hein. Sur le site impôts.gouv.fr, alors sur l'espace personnel, alors soit du président, soit du directeur ou de la directrice de l'OT. Hein. Et aujourd'hui, l'annonce, c'est que l'aide du mois de janvier 2021 devrait être sur les mêmes formats qu'on vient de voir que celle du mois de décembre 2020. Donc, globalement, avec un plafond de 10 000 € par mois sur le mois. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, l'annonce qui est faite, c'est que ces calculs qu'on a vus pourraient se prolonger jusqu'au 30 juin 2021 dans les secteurs protégés, dont les offices de tourisme. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre aide, alors ça ne nous concerne pas, c'est le Fonds de solidarité universel, c'est-à-dire toutes les structures qui sont hors secteur protégé. Eh ben, le Fonds de solidarité devait s'arrêter en décembre 2020. Il est prolongé encore sur les mois de janvier et février 2021. Voilà. Donc, l'aide du mois de janvier doit se faire avant le 31 mars 2021, quand elle sera ouverte sur le site. Et l'aide du mois de décembre, vous pouvez toujours y aller jusqu'à la fin du mois, le 28 février 2021. Voilà pour le Fonds de solidarité. Je crois qu'il y a Christophe qui est dans la salle d'attente. Dominique, je vais fermer le support et je vous propose qu'on ouvre un premier échange. Il y a des questions sur le fond. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'étais très clair. Moi, je veux bien me permettre une question. En fait, Oui, est-ce qu'il y en a dans la salle aujourd'hui qui ont activé le Fonds de solidarité parmi les personnes présentes? Vous pouvez utiliser peut-être la réaction en bas, réaction avec le pouce. Mais bon, vous pouvez aussi, bien sûr, vous exprimer. Voilà, donc les EPIC, bon, la semaine dernière, j'ai animé une formation et quelqu'un m'a dit, ah, bah, moi, je ne savais pas, je suis en EPIC, j'ai demandé 10 000, on me les a versés. Ah. Bon, bah oui, il y a 35 pages de questions-réponses, hein, il y a 200 questions, 200 réponses, et chacune de ces réponses, malheureusement, apporte des limitations au décret. Et donc les SPL, je pense que c'est comme les EPIC Non, les SPL sont éligibles. Ils sont éligibles, d'accord. Ouais, les SPL sont éligibles. Ouais. C'est des personnes morales de droit privé. Il y en a qui ne l'ont pas demandé, qui pensent peut-être potentiellement qu'ils seraient éligibles ou éventuellement, vous avez bien vérifié les critères, oui, c'est bon. Hein, donc, si vous êtes associatif, bien sûr, à part les EPIC, hein, tout le monde est éligible. Donc, il faut juste vérifier votre chiffre d'affaires commercial hein, sur le mois de décembre 2020 et le comparer à votre mois de décembre 2019. Didier, peut-être, oui, non? Non. Juste une petite question. Oui. Ah, petite question. On peut choisir d'un mois sur l'autre. On peut changer le chiffre d'affaires de l'année précédente, prendre une fois la moyenne et une fois le chiffre d'affaires du mois. Ouais. Tout à fait. À chaque fois, on fait le calcul et on retient le plus favorable. Ouais. D'accord. Géraldine, peut-être? Oui, bonjour à tous. Juste une petite question concernant les aides du mois de janvier. Vous disiez que ce serait sur a priori les mêmes modalités qu'au mois de décembre. Oui. Par rapport à la comparaison, ce sera toujours par rapport à 2019 et non pas par rapport à janvier 2020. Aujourd'hui, le site n'est pas ouvert, mais on peut supposer que oui, parce que l'année 2020 étant totalement amputée par le Covid, le chiffre d'affaires moyen va être beaucoup plus bas. Hein. Ouais. Donc, on peut supposer tout à fait. Que la comparaison va se faire soit sur janvier 2020, soit toujours sur la moyenne 2019. Merci. Bon,
Oui, pardon, allez-y. Ça va sur le fonds de solidarité. Bon, dispositif qui commence à être connu, mais bon, après, qui est intéressant aussi à communiquer à vos socioprofessionnels. Hein. Voilà, on voit que pour les restaurateurs, voilà, il y a quand même aujourd'hui un effort plus substantiel. Pour les très gros restaurants ou très gros hôtels, 20% du chiffre d'affaires de l'année d'avant, voilà, ça peut être potentiellement des montants relativement importants permettant de payer, comme je disais, un loyer, des frais fixes incompressibles et puis les salaires du dirigeant, puisque la masse salariale peut normalement être prise en charge par l'activité partielle. Okay. Ça va, je pense qu'il y aura peut-être plus de questions sur l'activité partielle. Donc, si tout va bien sur le fond. Ah, il y a peut-être des questions sur le chat, non Pas pour l'instant, non. Non. C'est bon? D'accord. Tout le monde a récupéré le support, ça va? OK. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à l'activité partielle. Je vais remettre le support. Voilà, on va commencer donc par l'éligibilité de l'activité partielle. Alors, on va commencer par l'activité partielle de droit commun. Hein. Il y a deux dispositifs. Il y a celui de droit commun qui a été tout de suite activé en mars 2020, au début de la pandémie. Et puis, il y en a un autre un peu différent qui a été activé plus tard en juillet 2020, qui est l'activité partielle de longue durée. Alors, dans l'activité partielle de droit commun, qui est éligible, donc toujours toutes les activités du secteur S1, dont on a parlé tout à l'heure, dont notre code NAF fait partie, le 7990Z, est à la base éligible. Par contre, bien sûr, les directs se sont progressivement prononcés là-dessus. Hein. Un office de tourisme perçoit très généralement une subvention. Cette subvention finance un certain nombre de missions d'intérêt général, hein, généralement l'accueil, la promotion, l'information du territoire, et donc finance une partie de la masse salariale de l'office de tourisme. Sur cette partie de la masse salariale déjà subventionnée, il va de soi que, bien sûr, le ministère s'est prononcé en disant qu'on ne pourra pas solliciter de l'activité partielle sur une masse salariale déjà subventionnée. Voilà, donc c'est une représentation un peu analytique de votre compte d'exploitation qui est à faire, pour, dans le cas où vous ayez une baisse d'activité, ce qui est souvent le cas, hein, sur toutes les autres composantes de la masse salariale, la commercialisation, la boutique, vos équipements commerciaux, toute cette partie-là, par contre, si elle subit une baisse d'activité, bien sûr, est éligible à l'activité partielle. Avec une précision importante, et qui n'est pas la moindre, c'est qu'une ordonnance est arrivée le 22 avril 2020 pour nous dire, attention, les EPIC et les SPL, on met une règle supplémentaire, c'est que pour être éligible, il faut que la part des recettes commerciales des EPIC ou SPL représente au moins 50% des recettes totales. Et dans cette part de recettes commerciales, malheureusement, n'est pas intégrée la taxe de séjour, qui n'est pas une recette commerciale. Donc aujourd'hui, si vous êtes en EPIC ou SPL, et si vos recettes commerciales sont de moins de 50% des recettes totales, malheureusement, l'activité partielle de droit commun n'est pas éligible. Par contre, aujourd'hui, cette ordonnance n'a pas été élargie à l'activité partielle de longue durée, qu'on présentera dans un deuxième temps. Et on verra que ce deuxième dispositif peut présenter un intérêt certain. D'autant qu'un accord de branche vient d'être signé sur l'activité partielle de longue durée. Je le présenterai dans un deuxième temps. Voilà, donc l'activité partielle de droit commun, ça consiste à placer des salariés en activité partielle sur l'activité commerciale de l'OT, parce que cette activité commerciale est en chute de chiffre d'affaires. Le principe, vous le connaissez, hein, on va maintenir le salaire du salarié à hauteur d'un pourcentage qui est donné par les textes, hein, et l'État va nous rembourser une partie de cette allocation, partiellement ou totalement. Voilà, donc entre mars et décembre, globalement, sur les secteurs protégés, l'État remboursait la totalité, c'est-à-dire les 70%. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est d'indemniser, on va faire un petit exemple, 70% du brut du salarié. En janvier-février, au début, l'État n'avait dit que sur le mois de janvier, mais est en train de prolonger. En janvier-février 2021, sur l'activité partielle de droit commun, l'État rembourse la totalité de ces 70%, ce qui correspond à une neutralisation totale de la masse salariale. Il n'y a plus de coût de masse salariale. En mars, pour l'instant, l'État dit 70, on rembourse 60. Bon, il est probable que des décrets vont arriver pour prolonger encore ce remboursement total. Il faut attendre. Par contre, aujourd'hui, clairement, ce qui est prévu sur le droit commun, c'est que
À partir d'avril, ça peut bouger encore. Hein. Tout ça, c'est pareil, ça bouge tous les 15 jours. Hein. À partir d'avril, l'indemnisation du salarié ne serait que de 60% et l'État ne rembourserait qu'à 36%. Ce qui est aujourd'hui le droit commun, hein, c'est de taux sur les activités hors tourisme événementiel, c'est-à-dire hors activités protégées. Voilà, il y a une petite nouveauté qui est apparue. Pour les secteurs protégés qui perdent plus de 80% de leur CA, bon, typiquement la restauration qui est fermée, hein, la restauration qui est fermée, ils perdent plus de 80%. Aujourd'hui, il est prévu que même en mars et même jusqu'à une date à fixer par décret, pour l'instant, hein, il y a une prise en charge totale hein, sur la restauration qui va se poursuivre hein, de l'activité partielle. Voilà, même si on maintient 70% du brut, il faut quand même maintenir le SMIC net. Hein. Le SMIC net, c'est 8,11 €. Comment ça se passe? Il y a une demande d'heures d'activité partielle à faire hein, sur une période à déterminer, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre. Alors aujourd'hui, l'activité partielle, je le dis plus tard, il est plafonné à 6 mois par an. Hein, ce qui n'était pas le cas au début de la pandémie. Hein. Aujourd'hui, à partir du 1er mars, mais j'en parle plus tard, hein, du 1er mars 2021 au 28 février 2022, vous ne pourrez pas avoir plus de 6 mois d'heures d'activité partielle pris en charge. Le principe, c'est qu'on prend tous nos salariés, on prend leur base contrat et puis on essaie de déterminer, voilà, à l'accueil, Sarah, je pense lui maintenir 40% de son temps, donc elle va chômer 60% de son temps. Comme à Thuillier, il s'occupe du cinéma de l'office, le cinéma est fermé, il va chômer 100% de ses heures, etc., etc. On détermine comme ça un nombre d'heures chômées par salarié et on fait une demande à la directe sur un volant d'heures mensuel ou trimestriel. Gilles, on a une question de Marie-Christine oui. qui demande si pour les personnels d'accueil qui font également de la vente, pour l'activité partielle, est-ce qu'il faut faire un prorata du pourcentage du temps consacré à la vente? Oui, tout à fait, un prorata consacré à la vente, tout à fait. Sur 16 heures de prorata, si la boutique est fermée, par exemple, ou la boutique ne fait plus de chiffre d'affaires parce qu'il n'y a plus de clients, sur ces heures-là, on pourra solliciter de l'activité partielle. Mais même si ce n'est pas une boutique en tant que telle? Si c'est quoi, par exemple? C'est surtout de l'accueil et ils vendent de la billetterie. C'est pas dans le cadre de la marque qualité, par exemple, c'est pas une boutique en tant que telle. Oui, tous les accueils font un peu de vente. Oui, soit de la billetterie, des guides, des cartes. Tout à fait, vous pouvez déterminer que voilà, 40-50% de son temps, c'est de la vente. D'accord. Donc, sur ce pourcentage-là, qui est non subventionné par la subvention, on peut solliciter de l'activité partielle. D'accord. Voilà, donc on indemnise le salarié 70%, l'État rembourse 70%, c'est plafonné à 70% de 4,5 fois le SMIC, bon, ce qui fait quand même un plafond horaire assez substantiel de 27 € de l'heure, et donc il faut maintenir au moins le SMIC net de 8,11 € de l'heure. Voilà. Alors quand on maintient 70% du brut, alors il y a un mécanisme qui fait qu'il y a un peu moins de charges sociales sur l'allocation là, qui fait que ça maintient à peu près 85% du net. Hein. Il y a une perte de 15% du net. Mais rien n'empêche l'employeur, par une décision unilatérale, hein, de maintenir 100% du net. Si vous décidez de maintenir 100% du net, cette allocation différentielle là, est exonérée de charges sociales. Donc c'est intéressant, ça ne coûte pas trop cher. Il n'y a pas de charge sociale patronale dessus. Voilà un exemple de bulletin. Hein. J'ai un salarié à 2730 brut. Il a 70 heures d'activité partielle. Donc, la première ligne, c'est je lui fais une retenue de ces 70 heures d'activité partielle à son taux horaire. Et il y a une troisième ligne où j'indemnise ce taux horaire sur la base de 70% de 18 €, 12,60 €. Voilà, 882 €. Ces 882 € n'ont pas de charge sociale, sauf un peu de CSG. Hein. Il y a quand même de la CSG-CRDS. Mais ce qui fait qu'en faisant ça, sur ces 1200 €, on maintient à peu près 85% du net. Voilà, et ce que je disais là, à partir du 1er février 2021, 1er mars, pardon, donc, mois prochain, vos demandes d'autorisation ne pourront porter que sur 3 mois renouvelables une fois, donc 6 mois, sur une période de 12 mois. Donc, on ne pourra plus imaginer avoir sur les 12 prochains mois de l'activité partielle plein pot. Ce n'est pas le cas de l'activité partielle longue durée, on va le voir. Hein. On pourrait imaginer avoir 12 mois complets sur les 12 prochains mois en activité partielle longue durée. Voilà, les deux autres cas, qui étaient déjà le cas, hein, si vous avez des salariés contraints de garder leurs enfants en raison de fermeture d'école,
ou en raison d'identification de vos enfants comme cas contact, vous pouvez solliciter l'activité partielle. Ou si vous avez des salariés vulnérables, vous trouverez la liste ici, hein, diabète, maladies cardiovasculaires, etc. Il y a une liste, une dizaine de cas de salariés considérés comme vulnérables. Ils peuvent également être placés en activité partielle. Vous trouverez la liste sur le lien. Voilà, et je termine par l'activité partielle de longue durée, et on ouvrira les questions-réponses. Alors, l'activité partielle de longue durée, c'est légèrement différent. C'est un dispositif sur lequel, alors, où on se projette un peu plus loin, c'est-à-dire on se projette sur 36 mois, d'où le terme longue durée. Hein, et l'État nous dit, ben voilà, si vous arrivez à vous projeter sur un peu plus long, pour les 36 prochains mois, vous allez pouvoir mettre une activité partielle pendant 24 mois sur ces 36 prochains mois, pendant laquelle, par contre, il faudra prévoir une réduction maximum de 40% d'activité. Vous ne pouvez pas le faire à 100%. Mais ce 40%, il peut s'organiser de façon annualisée sur l'année. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer tout à fait un service accueil qui, pendant 5 mois, va être totalement à 100% d'activité partielle et pendant 7 mois, va être, par contre, occupé à 100%. Et en moyenne, sur les 12 mois, un peu comme une annualisation, vous serez à 60% d'activité. C'est possible. Ça se met en place par contre par un accord collectif. Ce qu'on appelle un accord collectif en droit du travail, c'est deux possibilités. Soit un accord d'entreprise, soit d'appliquer un accord de branche. Ça tombe bien. Un accord de branche, la branche organisme de tourisme, vient d'être signé. On va le présenter. Voilà, puis je présenterai les mentions obligatoires qu'on doit trouver dans tout accord et qu'on trouve bien sûr dans l'accord de branche. Par contre, attention, une contrepartie importante, je crois qu'il y a quelqu'un en salle d'attente, sur les salariés ou sur plutôt les services ou les établissements que vous allez placer en activité partielle de longue durée, il y a un engagement de maintien dans l'emploi. C'est-à-dire que si sur ce périmètre, vous avez 13 équivalents temps plein, il faudra garder 13 équivalents temps plein, sauf bien sûr cas de démission ou rupture conventionnelle. Hein, il faudra maintenir dans l'emploi le nombre d'équivalents temps plein placés en activité partielle de longue durée. C'est bien sûr la contrepartie que demande l'État en contrepartie du remboursement de l'allocation d'activité partielle. Le taux de remboursement par l'État, donc avant le taux de remboursement, le taux d'indemnisation, 70%, ça ne bouge pas, et l'État donc va rembourser pendant l'activité partielle de longue durée 60% de la rémunération brute. Il y a un petit reste à charge de l'employeur. Mais c'est mieux que les 36% auxquels on s'achemine. Hein, vous avez vu, à partir d'avril, 36% quand même, il restait un reste à charge assez important. Là, finalement, le reste à charge n'est que de 10%. Voilà, donc deux possibilités. Premièrement, utiliser l'accord de branche. L'accord de branche vient d'être signé. Alors, petite précision un peu technique, il n'est pas encore étendu. Quand un accord de branche est signé, il part au ministère du Travail et le ministère du Travail doit l'étendre. Quand il est étendu, il s'applique automatiquement à toutes les entreprises ou organisations de la branche. Voilà. Tant qu'il n'est pas étendu, il s'applique uniquement aux organisations adhérentes à une organisation patronale signataire de l'accord. Voilà, petite subtilité. Alors, je disais à Eric là, ce matin, il est probable, hein, en ayant lu l'accord, qu'il sera étendu relativement rapidement, donc vous allez pouvoir assez rapidement le mettre en œuvre. Donc, le fait d'utiliser l'accord de branche, ça va vous éviter de passer un accord d'entreprise. Vous allez pouvoir vous appuyer sur cet accord de branche, tout simplement en élaborant un document qu'on appelle un document unilatéral. Ça veut dire quoi, unilatéral? C'est quand même principalement l'employeur qui va l'élaborer, ce document. Hein. Mais on va voir qu'il faut quand même informer le CFE uniquement sous forme d'avis. Voilà, nous, on préconise en termes de dialogue social, bien sûr, c'est quand même toujours mieux que ce document soit élaboré de façon paritaire. Donc, document qui contient 6 modalités. Premièrement, un préambule qui présente le diagnostic de la situation économique de l'Office de tourisme dans lequel vous allez justifier de votre besoin d'activité partielle. Baisse de chiffre d'affaires, baisse d'activité, baisse du nombre de clients, par exemple. Petit 2, définir les activités, alors soit vos services, hein, accueil, ce n'est pas individualisé l'activité partielle longue durée, on ne peut pas l'individualiser. Il faut le définir sur un périmètre qui est soit des services, accueil, promo, etc., soit un périmètre qui pourrait être des établissements. Si vous avez des BIT, vous pourriez imaginer avoir certains BIT dans le périmètre et d'autres BIT hors périmètre.
Petit 3, la réduction maximale de l'horaire. Alors, on l'a vu, c'est 40%. La loi permet de monter à 50%. Mais il faut l'accord de la directe. Hein, si vraiment vos conditions économiques se durcissaient encore, on peut imaginer de monter à 50. Mais il faudrait que vous ayez l'accord de votre direct local. La durée du dispositif, alors assez étrangement, l'accord a été signé jusqu'au 31/12/2022, alors que la loi prévoyait 36 mois. Bon, c'est sans doute une négociation qu'il y a eu entre les partenaires sociaux. Et du coup, là, si vous appliquez l'accord de branche, potentiellement, c'est jusqu'au 31/12/2022. Et puis, très important, il faudra que vous mentionniez dans ce document unilatéral qui est déposé à la directe, que vous envoyez à la directe, un peu comme un accord d'entreprise. Donc, la directe va quand même vérifier. Vous allez indiquer vos engagements de maintien dans l'emploi, c'est-à-dire principalement le nombre d'équivalents temps plein concernés par l'accord et le fait que vous engagez à les maintenir. Il y a un engagement en termes de formation également, qui globalement, je crois, alors je n'ai plus en tête, il faudra regarder dans l'accord, mais on s'engage à ce que les salariés qui fassent des demandes de CPF, par exemple, puissent avoir des demandes de CPF, etc. Ce n'est pas très contraignant. Voilà. Et puis, il y a une information du CSE, si vous en avez un à faire. Alors, il est obligatoire avant la mise en œuvre de la PLD et lors de la rédaction du document unilatéral. Il y a 2 moments où il faut consulter le CSE. Voilà, je termine et on ouvre le débat. Deuxième canal. Bon, ça serait dommage, mais pourquoi pas. Hein. Si vous voulez déroger ou avoir des choses peut-être plus adaptées à vos structures, pourquoi pas. Vous pouvez signer un accord d'entreprise. Alors, un accord d'entreprise, en droit français, c'est quelque chose d'assez formel. Ça se signe, alors, en règle générale, quand il y a une délégation, je commence par le petit 4, si vous avez une délégation syndicale, ce qui est assez rare en office, hein, ça se signe avec un délégué syndical. Dans les structures de moins de 5 ans, ce qui est la plupart de nos cas, on n'a pas de délégué syndical. Donc là, il y a 3 cas possibles. Si vous êtes moins de 11 salariés ou moins de 20, mais que vous n'avez pas eu de CSE, parce que, par exemple, vous avez eu une carence de candidats. Vous savez qu'au-dessus de 11, il faut organiser les élections de CSE. Mais si vous n'avez pas eu de candidat, vous avez un procès-verbal de 40. Dans ces cas-là, vous pouvez signer un accord d'entreprise en le faisant ratifier par un référendum avec 2 tiers des salariés. Entre 11 et 49, il faut négocier avec le CSE. Et votre accord est valable s'il est signé par les membres du CSE qui représentent au moins 50% des suffrages. Ou alors, vous pouvez faire mandater un salarié auprès d'une organisation syndicale. Vous vous souvenez qu'à l'époque des 35 heures, en 1998, Marie, je ne suis pas sûr qu'à l'époque, vous étiez jeune. En 1998, on a signé beaucoup d'accords d'entreprise et beaucoup de salariés sont allés se faire mandater auprès d'organisations syndicales. Et si vous êtes plus de 50, il faut soit aller faire mandater un membre du CSE ou signer avec un membre du CSE représentant plus de 50% des suffrages. Voilà, et dans ce cadre-là, vous pouvez signer un accord d'entreprise. Je pourrais vous envoyer des exemples, mais vous les trouverez. Aujourd'hui, les accords d'entreprise sont publics, ils sont consultables en ligne. Voilà, je pourrais vous en envoyer d'ailleurs à l'occasion. Il y a Avignon, le Fitouriste d'Avignon qui vient de signer un accord d'activité partielle de longue durée. Voilà, ils ont une baisse d'activité. Et puis, dernier point, voilà, si vous devez organiser des votes en ligne, donc là, voilà, un référendum, si vos salariés sont en activité partielle et qui sont chez eux, ce n'est pas évident d'organiser un vote en ligne. Donc, vous avez des outils gratuits, j'en ai mis un, mais il y en a d'autres sans doute. Ballotilo.org, ça permet d'organiser un vote à distance, en toute confidentialité. En fait, on ne sait pas qui a signé, mais voilà, on a le nombre de votants, le nombre de suffrages exprimés, etc. Voilà pour l'activité partielle. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a Hélène Pagin qui avait une question. Oui. Elle a fait la demande en décembre sur le remboursement à 100% des salaires du personnel d'accueil. Oui. Est-ce qu'il faut qu'elle régularise? Sur l'activité partielle de droit commun? Oui. Non, décembre, c'était encore 70-70. Oui, mais vous avez dit que c'était que pour les secteurs sur lesquels commerciaux et accueil. Oui, vous avez demandé sur tous vos salaires? Sur le personnel d'accueil, oui. À tout le personnel d'accueil. D'accueil, il y avait une petite boutique, j'ai bien compris qu'on pourrait mettre un prorata, mais moi j'ai mis 100%. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne sais pas, tout dépend de votre taux de subventionnement, quoi. Si aujourd'hui votre hôtel il est subventionné à 90%. Non.
Moins. Non, il est faiblement subventionné plutôt. On doit être un peu moins de 50. Un peu moins de 50. Bon, ben voilà, on pourra quand même justifier qu'il y a quand même plus de la moitié des ressources de l'OT qui sont hors subvention. Donc voilà, il y a potentiellement peut-être un risque de contrôle un jour. Il est probable que les directs vont lancer des contrôles, quoi. Donc, je peux régulariser ou pas? Je ne régularise pas, je touche rien et j'attends. Et il y a quoi d'autre en masse salariale? Pourquoi vous avez demandé que l'accueil? Non, après, sinon, on avait notre centre des congrès, notre théâtre qui était fermé, mais là, je ne me pose pas la question. Voilà, là, vous avez Développement demandé. commercial, c'est pareil. Nous, on travaillait, l'administratif, on travaillait. Donc, en fait, je me pose la question de cela. Et puis, peut-être, non, mais le pôle marketing qui devrait avoir un pourcentage aussi en décembre et qui était plutôt en mi-temps. Il faut regarder ce que ça représente en termes d'enjeux économiques, quoi. D'accord. Sinon, une régule, c'est possible. Une régule, alors oui, ils ne vous ont pas encore payé là? Si, j'ai reçu des sommes. Ouais. Bon, bah oui, alors ce qu'il y a, c'est que si vous vous rapprochez d'eux, on n'est pas enregistré là, Eric? Non, mais ok, Oui, mais ça reste je vais attendre. Non, mais je vais attendre alors. Je vais attendre gentiment. Oui, rectifier peut-être à partir de maintenant. Alors, c'est bon, maintenant, on n'a plus que notre théâtre et notre centre des congrès qui sont encore fermés. C'est des ERP fermés qui sont susceptibles qui sont concernés. Le reste, on a tout repris. Ouais. Vous êtes en EPIC, non? Oui, en plus. D'accord. Donc, vous avez plus de 50% en recettes commerciales. Oui. Voilà, donc c'est bien. Ça vous permet de… hors taxe de séjour. Hein. Oui, on est bien d'accord. Ouais. Ça va sur l'activité partielle. Il y a sans doute moi, j'avais une question. Oui. Gilles Léonard, Méribel Tourisme. Oui. On est en EPIC, on a fait des demandes et on a une subvention supérieure à 50%. Ouais. Oui, et ils vous ont rien dit pour l'instant? Non. Oui, bon, il y a pas mal de cas comme ça. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. J'ai eu souvent ce cas. Cette ordonnance, elle est sortie tardivement. Voilà, il y a eu plus de 1500 ordonnances qui sont sorties. Bon, voilà. Bon, vous n'avez pas eu accès à cette information. Il y a peut-être un petit risque. Hein. Je vous confirme qu'à la Rosière, on est pareil. On a une subvention qui est à peu près de 50%. Si on a la taxe de séjour, on est nos recettes commerciales sont inférieures à 50%. Et on a fait des demandes pour différents secteurs, que ce soit l'accueil événementiel, pour pas du 100% chômage d'activité partielle, mais sur du 50%. Donc voilà, normalement, on est aidé par un cabinet. Et ils nous ont dit qu'on pouvait le faire comme ça, donc on verra. Potentiellement un petit risque là-dessus. Ok. Et puis, il faut peut-être basculer sur le droit commun pour vous. Hein. Donc, l'enjeu, c'est peut-être de basculer sur le droit commun là, pour limiter ce risque à partir du 1er mars. Donc, c'est intéressant l'activité partielle de droit commun. Ça vous permet un peu d'annualiser un peu les horaires sur ces secteurs un peu touchés par la pandémie, quoi. Vous indiquez sur l'élaboration d'un document… Pardon, je voulais dire de longue durée, hein, de ce que je viens de dire, hein, de basculer sur l'activité partielle de longue durée. Hein, oui, j'ai compris cela. Pour laquelle il n'y a pas ce critère pour les EPIC. Oui, allez-y, Gilles. En longue durée, on peut prendre… on peut être en activité partielle longue durée. Voilà, il n'y a pas le critère des 50% pour les EPIC. OK. Dans l'information, vous indiquez sur l'élaboration d'un document à la linéa 6, vous parlez avis du CSE, c'est un avis consultatif, hein? Ce n'est pas un avis… Consultatif. OK. Avis consultatif, oui. OK, merci. Voilà, alors là, si vous utilisez l'accord de branche, clairement, vous pouvez vous appuyer dessus en disant que voilà, les organisations paritaires se sont mis d'accord sur ce dispositif porté par l'État. Par contre, là, on sera, au lieu de 70, on est à 60. Donc, oui, 60, oui, tout à fait. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, il y a une subtilité, c'est qu'il y a une autre ordonnance qui a dit que l'activité partielle de droit commun ne peut jamais être le taux d'indemnisation inférieur
celui de longue durée ne veut pas être inférieur au droit commun. Donc, pendant tous ces mois-là, actuellement février, sans doute mars encore, ça sera encore 70. Vous voyez, si le droit commun reste à 70, la longue durée restera encore à 70. Mais comme les règles changent tous les mois, je ne peux pas encore vous dire combien de temps ça va rester 70. J'avais vu une préparation de texte pour toutes les stations de ski. Enfin, on avait jusqu'à juin inclus. Oui. Alors, où c'est que j'ai mis ça, juin? Alors, attendez, je reprends le support. Juin. Non, juin, ce que j'ai vu, moi, c'est sur le Fonds de solidarité. Hein. Pour l'instant, hein. Alors, après, il y a des annonces. Hein. C'est là où on se perd un petit peu. C'est qu'entre les annonces et les décrets, hein, mais pour l'instant, c'est même février hein, aujourd'hui, hein, sur les secteurs éligibles, le 70-70. Hein. Pour l'instant, ce qui est annoncé en mars, c'est 70-60. Voilà, à moins que c'est bougé ce matin ou vendredi après-midi. Ok. Merci beaucoup. Bon, on peut supposer que sur les secteurs protégés, ils vont continuer à prendre en charge la totalité. D'autres questions? Peut-être qu'on peut faire une réaction sur les structures qui envisageraient, peut-être avec le pouce, là, en réaction, une réflexion au moins sur l'activité partielle de longue durée. Ou ce n'est pas du tout à l'ordre du jour? Ok. Bon. On a une personne. Bon. Ce n'est pas le plébiscite. Ce n'est pas le plébiscite pour l'instant. Si, moi je vous ai mis mon pouce. Oui. Mais Ribel Tourisme, si on est coincé avec les 50%, là, voilà. Ça se mentionne, il faut qu'on… Ok. Sans doute, moi je verrais 3 clés d'entrée. Il y a les EPIC qui étaient coincés. Il y a le fait que sur le droit commun, hein, je vous rappelle, vous serez plafonné à 6 mois sur 12. Hein. Donc certes, le taux est meilleur, mais c'est 6 mois sur 12. Alors on peut imaginer être 12 mois sur 12. C'est 24 mois sur 36, hein, en tout cas sur les 12 prochains mois, 12 mois sur 12. Et le troisième critère, c'est si vous avez déjà l'annualisation, il y a peut-être quelque chose à imaginer entre le système d'annualisation et le système d'APLD qui nous demande de maintenir 60% d'activité, soit 60% pouvant se calculer de façon annualisée. Et vous avez bien précisé, excusez-moi, sur la longue durée, c'est par établissement qu'il faut définir le taux d'activité, c'est ça? Oui, ou par service. Ou par service, oui. D'accord, par service. Mais pas individualisé. Alors que dans le cas contraire, dans l'autre, on peut individualiser. Alors, dans l'autre, on pouvait individualiser sous réserve d'avoir conclu un accord d'entreprise. En fait, de plus en plus, l'État nous demande de conclure des accords d'entreprise. D'accord. Donc, pour continuer à rester, à faire de l'individualisé, il faudrait que j'ai un accord d'entreprise de toute façon. Ah oui, alors là, depuis, ça s'est sorti en juin 2020. Ouais. Bon, nous, par exemple, on a une petite structure, on est 12, on a fait un accord d'entreprise. C'est la première fois. On a utilisé Balotilo, l'outil, on était tous en télétravail. Et on a fait signer des gens. Nous, on a fait l'accord unilatéral. Oui, mais ce n'est pas un accord d'entreprise. D'accord. Bon, un accord d'entreprise, ça se dépose à la directe. OK. Et la directe donne son accord. Ouais. Et donc, si vous êtes moins de 11, il faut faire ratifier 2/3 des salariés. Non, nous, on est plus de 20. Vous êtes plus de 20, donc plus de 20, ça se fait signer par les membres du CSE qui représentent au moins 50% des suffrages. OK. Bon, alors, peut-être que donc, je serais peut-être intéressée par la longue durée. Pour les secteurs qui restent fermés tant qu'ils sont fermés. Ça fait partie des 1500 ordonnances qu'on était censé suivre. OK. S'il y a un avis défavorable du CSE sur quoi? Sur l'activité partielle Sur l'activité partielle longue durée? Oui. Vous envisagez quoi là? Plutôt un accord d'entreprise ou d'appliquer l'accord de branche? Ce serait quoi? L'un ou l'autre. Ouais, l'un ou l'autre. L'accord de branche, je vais demander disons qu'on ne part pas d'un super pied, quoi, mais aujourd'hui, c'est un avis, quoi. On nous demande l'avis du CSE. Donc, voilà, après l'avis du CSE, ce n'est pas un avis contraignant.
Et en conseil, on serait plutôt sur de l'activité partielle ou du licenciement économique? C'est-à-dire? À un moment, on n'a aucune nouvelle aujourd'hui de financement de la taxe de séjour. Un EPIC, moi, ça représente 25% de mon budget. Oui. Donc, je peux vous dire que c'était essentiel. On avait fait des économies avec l'activité partielle, donc là, on s'est mis en risque. Oui. Et donc, on a un problème important de savoir, exemple, les accueils. Aujourd'hui, on a réduit l'ouverture des accueils. Donc, c'est les personnes qui sont en activité partielle. Donc, on pourrait très bien considérer qu'on fait un licenciement économique. Alors, actuellement, ils sont en droit commun. Moi, les dernières demandes que je faisais, j'avais un retour de la directe qui me disait quels sont les engagements que vous prenez là pour vos salariés en activité partielle? Ils vous ont posé cette question ou pas? Non, non. Ils le demandent un peu. Vous n'avez pas pris d'engagement de maintien dans l'emploi? Non. Non, dans le droit commun. Donc, oui, aujourd'hui. On avait fait de la formation. On s'est engagé à plusieurs jours de formation. On a envoyé un plan de formation de l'accueil au mois de janvier. D'accord. Au mois de décembre, pareil. On a formé le personnel sur Apidé. Et donc, on a fait des engagements de formation. D'accord, mais pas de maintien. Donc, aujourd'hui, oui, s'il n'y a pas d'engagement de maintien dans l'emploi dans l'activité partielle de droit commun, malheureusement, le licenciement économique peut rester ouvert, ce qui n'est pas le cas de l'activité partielle de longue durée, je vous rappelle. Oui, on doit maintenir. Si on rentre dedans, on ne pourra plus licencier après. Tout à fait. C'est une contrainte à prendre en compte. Merci. Là, sur l'activité partielle. OK. Très bien. Je vous propose qu'on passe sur le troisième dispositif. Voilà. Ballotilo, bon, ça peut être pas mal pour signer aussi peut-être des choses qui sont à distance. Je pense à des assemblées générales, des comités de direction, tout ce qu'on peut imaginer où on est à distance et on a besoin d'une signature confidentialisée. Voilà, je ne fais pas de pub, de toute façon, c'est gratuit. Alors, troisième dispositif, la deuxième vague des exonérations de charges. Vous savez que, pour vous souvenir, sur les périodes de premier confinement, là, alors février, mars, avril, mai, alors ça c'est pour tout le monde, y compris les EPIC. En tant que secteur protégé, vous pouviez avoir une exo URSSAF plus l'aide au paiement sur ces 4 mois de salaire. Ça, c'était la première vague. Donc, l'aide au paiement, on va voir, c'est 20% du brut. Les exos de charges sociales patronales, c'est à peu près 26%. Donc, 20 plus 26, 46% du brut de 4 mois. Ça représentait quand même des sommes substantielles. En gros, 2 mois de salaire. L'URSSAF nous a permis, sous forme d'un crédit, alors ils ne payent pas, ils ne donnent pas l'argent, mais en fait, c'est un crédit que vous n'aurez pas à payer sur vos prochaines charges URSSAF. Vous avez dû avoir droit à ça, normalement, sur les périodes de février à mai 2020. Si vous avez un expert comptable et qui ne vous en a pas parlé, c'est embêtant. Je ne dirais rien d'autre. Donc là c'est la deuxième vague. Je parlais d'un expert comptable qui fait vos payes, parce que je pense qu'il y en a certains qui font leur paye et d'autres qui sous-traitent leur paye. Donc la deuxième vague, c'est comment? Une petite question en fait. Moi, j'ai les aides, les exonérations de charges, et j'ai jamais eu de retour de l'URSSAF. J'ai bien vu pour la centrale de réservation, j'ai bien eu le retour pour l'aide de 20%, où ils m'ont envoyé une lettre avec le montant à Par contre, il n'y a rien du tout. Sur l'exonération de charges? Oui. Alors, bon, les deux sont totalement liés. C'est-à-dire que si vous avez l'une, normalement, vous avez l'autre. Il faut les relancer. Il faut les relancer. Donc, 9,05. Nous, on a eu la même chose. Ils n'aiment pas trop décaisser. Ils préfèrent encaisser. Donc, généralement, il faut les relancer. Juste pour Combloux, nous, on a bien été remboursés. Ils vous ont remboursé, d'accord. Non, ils nous ont remboursés. Ouais. Bon, c'est Combloux, ils sont généreux. C'est la Haute-Savoie. l'URSSAF est plus généreuse. Ce qui était prévu, c'était un crédit. Mais la plupart du temps, ils octroient un crédit. Voilà, donc cette deuxième vague est quasiment la même, pas tout à fait. On va voir qu'il y a un critère supplémentaire. Alors, elle concerne quoi?
soit 4 mois entre le 1er septembre et le 31/12 si vous étiez dans un territoire où le couvre-feu avait été instauré avant le 30 octobre. Alors, c'est rarement le cas. Hein. Ça, c'est plutôt dans les endroits comme dans le nord-est, le Grand Est, là où ils ont eu le couvre-feu avant le 30 octobre. La plupart du temps, on a eu le couvre-feu à partir du 30 octobre, donc ça concerne 3 mois de salaire, octobre, novembre, décembre, et il est probable que, alors la ministre a déjà annoncé que ça serait prolongé sur janvier 2021, ce qui veut dire qu'on serait sur 4 mois déjà. Voilà, alors il y a un critère supplémentaire, c'est qu'il faut, pour être éligible, ça va s'analyser mois par mois, un peu comme le fonds de solidarité, il faut avoir une baisse de chiffre d'affaires de 50%, selon le même critère que le fonds de solidarité, ou avoir fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative, ce qui n'est pas notre cas normalement. Hein. On n'a pas normalement, sauf cas particulier, d'office de tourisme qui ont une obligation de fermeture administrative. J'ai une question simplement. Quand vous parlez de chiffre d'affaires chez un office de tourisme en EPIC, on parle vraiment de l'intégralité, donc notre chiffre d'affaires en gros correspond à l'intégralité de nos recettes, puisqu'on doit avoir un budget équilibré. Donc on parle de l'intégralité du chiffre d'affaires. Non, le chiffre d'affaires, c'est vraiment la recette commerciale, donc voilà, d'accord. 70. Hein. On n'est que sur les recettes commerciales, hors subvention, hors taxe de séjour. Tout à fait. Okay. Donc, dans votre compte d'exploitation, il y a des comptes qui commencent par 70, c'est ceux-là qu'il faut prendre. Hein, les subventions, c'est 74, et la taxe de séjour, ça doit être un 73, je crois. Donc, uniquement les recettes commerciales. Ouais. Voilà, alors la petite subtilité, alors ils adorent nous mettre des petits trucs comme ça, c'est que pour avoir l'aide du mois d'octobre, par exemple, il faut que le critère soit rempli sur le mois de novembre, sur le mois d'après. Je ne sais pas qui c'est qui a ça. Bon, c'est des énarques très brillants hein, qui sortent ça. Donc on peut rien dire. Donc voilà, c'est résumé dans le petit tableau qui est ici. Donc en septembre, à moins que vous soyez dans une zone couvre-feu, hein, au titre du mois de septembre, il n'y a pas d'aide. Au titre de votre salaire du mois d'octobre, vous avez l'aide si votre chiffre d'affaires du mois de novembre, donc le mois d'après, hein, a baissé de 50%. Au titre de votre masse salariale de novembre, c'est si le chiffre d'affaires de décembre a baissé. Voilà, on peut toujours prendre le mois d'après. Au titre de votre masse salariale du mois de décembre, il faut aller regarder le chiffre d'affaires de janvier 2020. Voilà, donc on va espérer que ça va être prolongé sur janvier sans doute, hein, et potentiellement pareil, hein, 46% du brut pendant 4 mois, donc à peu près la moitié du brut de 4 mois, bah, ça fait 2 mois de salaire plein. 2 mois de salaire brut, pardon. 2 mois de salaire brut, hein, donc c'est des enjeux assez importants. Donc cette mesure s'applique pour tout le secteur éligible, hein, tous vos sociopros, tourisme, hôtellerie, restauration, événementiel, sport, sont concernés, culture, par cette mesure. Voilà un petit exemple, c'est le même que tout à l'heure pour le calcul de la perte de chiffre d'affaires. Alors ça, ce n'était pas dans la première vague. Hein. Dans la première vague, il suffisait qu'on appartienne... Alors en fait, dans la première vague, c'était lié au décret de fermeture. Hein. Il fallait être soit dans le décret de fermeture, soit dans la liste des secteurs protégés. Il n'y avait pas le critère des moins 50%. Là, dans cette deuxième vague, il y a quand même ce critère des 50%. Il fait que même si vous êtes EPIC et donc vous n'étiez pas concerné par le fonds de solidarité, vous êtes potentiellement concerné par cette mesure et vous êtes potentiellement amené à faire ce petit calcul qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire comparer votre chiffre d'affaires du mois de novembre cette année par rapport à novembre l'année dernière et par rapport à la moyenne de votre chiffre d'affaires de l'année dernière. Dans mon exemple, 6 000 moins 10 000, je ne perds que 40%, je ne suis pas bon. Par contre, si je regarde mon CA total de l'année, j'ai une moyenne de 15 000 par mois, 6 000 moins 15 000, moins 9 000, je perds 60%. Je suis éligible au titre de mon mois de novembre. Cette deuxième méthode est plus favorable, permet d'atteindre le seuil de 50%. Alors, j'en profite pour donc Eric, Christine et Marie, hein, c'est pareil, au niveau de vos unions départementales, la mesure est éligible hein, s'il y a une perte de chiffre d'affaires sur votre activité commerciale. Ça fonctionne pour toutes les structures, y compris les associations. Voilà. Et donc, on a une exonération qui s'applique à quasiment la totalité des charges patronales d'URSSAF. Hein, je ne vous les redonne pas, la maladie, maternité, allocation familiale. L'accident du travail est plafonné à 0,7.
Le CSA, c'est 0,3, l'assurance chômage et le FNAL. Donc, soit vous faites votre paye vous-même. Donc, ça se passe en DSN. Hein, si vous l'avez fait sur la première vague, c'est pareil. Je vous ai mis les codes CTP. C'est magnifique. C'est le 667 L051. Soit vous avez un expert comptable. Donc, il faut bien lui demander de ne pas oublier. S'il a oublié sur la première vague, c'est embêtant. C'est embêtant parce que je crois que c'est trop tard. Et voilà. Normalement, c'était le rôle de donner, mais bon, ils ont dû vous le dire. L'aide est plafonnée. Alors, sur le cumul des deux, première et deuxième vague, c'est 800 000 €. Bon, ça laisse de la marge. Donc ça représente 26%. Et la deuxième partie de l'aide, c'est l'aide au paiement. L'aide au paiement, donc c'est 20% du brut. Quand vous avez l'un, il y a l'autre. Donc les deux sont liés. Pas de raison. C'est un crédit URSSAF qui vient en moins de vos futures cotisations. Voilà pour la deuxième vague d'exonération URSSAF. Ça va, vous l'avez peut-être déjà demandé ou bon, ça vient de sortir, ça. Hein. C'est plus récent. Hein. Donc, puis on va avoir un peu de temps. Je crois que là la dernière fois, c'était vraiment très court. On avait jusqu'au 30 novembre pour le demander, alors que le dispositif était sorti en septembre. Il fallait bien avoir vu le truc. Et là, je crois qu'ils sont en train de dire qu'on aura toute l'année 2021 pour la demander. Donc, ça laisse un peu plus de marge. Ça va? Vous l'aviez eu sur la première vague? Nous, on avait fait la demande et comme on n'était pas vraiment sûr par rapport au décret, on avait écrit à l'URSSAF qui nous avait répondu. Oui. Donc, un courrier comme on avait droit de toucher. On l'a touché, hein, parce que c'était une somme importante. C'est des sommes importantes. Voilà. Donc, maintenant, c'est bien confirmé par rapport au chiffre d'affaires. Oui, par contre, il y a ce critère supplémentaire qui n'était pas. Donc, il faut analyser votre chiffre d'affaires mois par mois, depuis le mois d'octobre. OK. Mais sur notre chiffre d'affaires, donc, c'est hors subvention et taxe de séjour. Oui. Donc, la racine 70 de votre compte, de vos comptes. Je vois bien, mais je veux bien une confirmation. Il n'y a pas de notion de pourcentage comme pour l'activité partielle. Non. Là, il n'y a pas. Ça, c'est vraiment l'histoire des 50%. C'est une ordonnance qui est sortie que pour l'activité partielle. Là, c'est tous les employeurs qui sont éligibles dans la mesure où ils sont dans le secteur S1. Et qu'ils ont un chiffre d'affaires avec une baisse de 50 sur le mois. Okay. Donc, vous serez peut-être éligible sur un mois, puis pas sur le mois d'après, puis éligible à nouveau. Vous voyez, c'est une analyse qui doit se faire mois par mois. OK. C'est compliqué. Hein. Non, faut le. C'est pour ça que je voulais préciser vraiment qu'on n'ait pas d'erreur sur ce point-là. Merci. Il y en a qui l'auraient eu sur le premier vague, qui ne l'ont peut-être pas demandé, non? Qui sous-traitent leur paye? Oui, nous, on l'a eu, Chambéry. Vous l'avez eu? On l'a eu aussi, oui. Appréciable. Oui. Juste une petite question pour les 3 mois là, dont tu parles de la fin d'année. Est-ce que l'exonération vaut sur l'ensemble de la masse salariale ou il faudrait aussi l'avoir la masse salariale qui pourrait être couverte par les subventions? Ensemble de la masse salariale. Il n'y a pas de différence. Hein. Ouais. Gilles, il y a une question de Françoise Latoussure. À quoi correspond le chiffre d'affaires d'un noté s'il n'a pas de centrale de réservation ni boutique? Qu'est-ce que peut faire un noté? Du classement, des packs de prestations pour ces sociopros. Ouais. Donc, tout ce qui est prestations, régie pub, régie web. On a une formation qui s'appelle « Développer l'autofinancement de l'office » où on fait un petit tour d'affaires. Un petit peu de promo au passé. Il fait bien d'en parler. On peut faire un noté du classement, alors pas en Haute-Savoie. Ça peut, enfin là, je parle pour la Rosière, mais ça peut être effectivement les partenaires, tout ce qui est les partenaires et les adhésions, ça représente quand même une somme qui est assez importante. Après, effectivement, il n'y a pas grand-chose. Les cartes, si vous n'avez pas de boutique, mais les cartes, on vend des cartes multi-activités, il y a pas mal de choses aussi qui rentrent là-dedans. Mais c'est sûr que, hormis boutique et centrale de réservation, en recettes propres, après, il n'y a plus beaucoup.
pack de prestations. Oui, excusez-moi, moi j'ai une question. Oui. Vanessa, à Aurel, nous, on a effectivement une centrale de réservation, mais dans le compte 70, seules les marges et com apparaissent, pas le chiffre d'affaires que l'on réalise en réalité. Alors, vous avez l'immatriculation à tout France? Oui. Et vous êtes en TVA sur la marge? Non. Alors, vous êtes pas en TVA, vous êtes en commission. Eh oui. Oui. Si vous êtes en commission, c'est que la commission qui apparaît. D'accord, ok. Hein, si vous étiez en TVA sur la marge, par contre, là, on prend l'intégralité de la vente du séjour. D'accord, ok, très bien. Et il y avait aussi une remarque que sur la première vague, il y avait la condition des moins de 10 salariés qu'on a pu effectivement. Oui, il y avait deux régimes, moins de 10, plus de 10. Oui, mais les plus de 10 quand même étaient concernés. Hein. Non? Si. Oui, alors je n'ai plus en tête totalement la première vague, mais en tout cas, les OT étaient éligibles de mémoire sur la première vague. Ouais. En tout cas, il y a l'arrêté de fermeture. Bon, certains en ont bénéficié, des plus de 10 là, visiblement. Didier, vous êtes plus de 10, non? Non. Oui, alors je crois que pour les plus de 10, à mon avis, c'était ceux qui étaient dans l'arrêté de fermeture du 16 mars. Vous savez, dès le premier lundi, là, il y a un arrêté de fermeture et les OT n'étaient pas mentionnés comme tels dans l'arrêté de fermeture, comme catégorie de RP. Vous savez, c'est lié à des catégories de RP. Ouais, à la Rosière, on est plus de 10 et on a eu des exonérations. Vous l'avez eu, hein? Ouais, vous l'avez eu. Ouais, nous aussi. Oui, parce qu'on est quand même ERP d'une certaine catégorie, rattaché, je crois, la même catégorie que les banques, je crois. La banque et les administrations, oui. C'est lié maintenant au secteur éligible, donc on est dedans, quoi. Gilles, tu as été interrompu là quelques secondes, on n'a pas entendu totalement. Là, en l'occurrence, pour la deuxième aide, ça va, vous m'entendez? Oui. Oui. Ouais. Là, c'est le fait d'appartenir au secteur éligible qui compte, donc on est dedans par le code MAF. Je ne sais pas si vous allez en parler après. Eric, j'avais posé la question par mail. C'est par rapport à toutes les régies en tant qu'office de tourisme en EPIC. On gère des régies, j'imagine que je ne suis pas le seul. Je gère notamment la patinoire et le cinéma qui sont donc fermés par décision du gouvernement. Je voulais savoir s'il y avait des aides spécifiques à ça, ou ça fait partie, ou ça fait partie des recettes globales de l'office de tourisme et on n'a pas d'aide. Bah, du coup, en activité partielle, vous êtes à 50%, vous dépassez les 50 ou pas en recettes commerciales? Non? Alors, en activité partielle, non, en activité partielle, on ne dépasse pas les 50%. Ouais, mais, vous n'êtes pas éligible. Ouais. Mais aux aides pour la patinoire et le cinéma, c'est ça? Donc, fonds de solidarité non plus, vous êtes en EPIC, activité partielle non. Bah, il vous reste là ce qu'on vient de voir. Il vous reste la deuxième vague, là, ce qu'on vient de voir. Ça, c'est bon. Et puis, il reste, par contre, toutes les aides au niveau de la région qui sont sorties pour le secteur de la culture et du sport. Là, il y a des choses. Alors, à mon avis, je me demande si les délais ne sont pas déjà dépassés, là. Mais ça, vous avez vu passer, non? Le fonds d'aide de la région pour les activités culturelles et sportives, non, peut-être pas. Alors, pareil, est-ce que les EPIC étaient éligibles? Là, ce qu'on est en train de voir, c'est les dispositifs nationaux, hein. Après, la région a mis en œuvre des dispos, notamment sur ces volets-là. Non, vous avez sollicité ou pas? Non. Non. Cinéma, non. Non, on cherche justement, mais pour l'instant, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui gèrent un cinéma dans leur EPIC et qui auraient pu bénéficier d'aides que je n'aurais pas vu passer. Mais aujourd'hui, pas d'aide sur ce côté-là. Là, il faut chercher les aides culture de la région par une recherche web. Alors, bonjour, c'est pas en Savoie, mais l'Office du tourisme des 7 lots, je crois, qui gère un cinéma. Ok. Non, mais je pense qu'il y en a d'autres et je me rapproche. Je me rapprocherai de mes confrères qui gèrent les cinémas pour voir comment ils sont sortis, on va dire ça comme ça. Ok, merci.
peut-être des choses à voir sur le site du ministère de la Culture. On va regarder là, du côté des aides régionales, en fait, et puis si on voit des choses, enfin, si on a des informations, Jérémy, on les fera passer au réseau. C'est vos équipements, donc c'est un cinéma, et puis c'était quoi le deuxième déjà? Une patinoire intérieure, ouais. du coup, qu'on ne peut pas faire fonctionner, puisque autant les patinoires découvertes peuvent fonctionner, mais les patinoires intérieures, indoor, ne peuvent pas ouvrir pour l'instant. D'accord. Bon, il y a la collectivité locale, potentiellement aussi, qui pourrait être mise à contribution, dans le sens où aujourd'hui, la plupart des bailleurs de fonds qui finançaient des activités culturelles et sportives, en tout cas l'État a fait passer ce message-là, se sont engagés à maintenir leurs engagements. Alors là, je parle plutôt du volet associatif, leurs engagements de subvention 2020, vous voyez, pour ne pas pénaliser le fonctionnement. Donc, on pourrait se rattacher un peu à ça aussi, auprès de sa collectivité locale comme un argument. Bon, après, ce n'est pas toujours évident. J'en profite pour faire passer un message, mais si on s'est lu en formation, je l'ai déjà dit, mais vous avez peut-être entendu parler de la clause de sauvegarde. Dans votre budget 2021, vous avez peut-être des collectivités qui négocient fortement les subventions. Je vous rappelle que les collectivités ont bénéficié d'une clause qui s'appelle la clause de sauvegarde, qui leur a permis de maintenir sur 2020, et ça a été reconsidéré donc à nouveau sur 2021, le montant de leurs recettes fiscales sur un pool d'une vingtaine d'impôts de fiscalité locale. Je vais vous envoyer le lien. Si une collectivité locale a une baisse de, je sais pas, 200 000 € en 2020 par rapport à 2019, l'État compense intégralement. Dans ces 20 impôts, il y a la taxe de séjour. C'est-à-dire que si on vous dit, ah monsieur ou madame, vous savez, on a perdu 300 000 de taxes de séjour et 300 000 de fiscalité. Alors, attention, c'est sur la somme des 20 impôts, vous voyez. Ouais, s'il y a moins 300 000 sur la taxe et plus 500 000 sur la taxe foncière, moins 300 taxes de séjour, plus 500 taxes foncières, alors au total, ça fait plus 200, donc là, il n'y a pas de clause de sauvegarde. Par contre, si la somme de ces 20 impôts sont les 20 impôts principaux d'une collectivité, CFE, il y a une baisse, l'État a compensé cette baisse en 2020. Et elle va continuer à le faire. C'est un peu comme un fonds de solidarité, mais pour les collectivités. Vous étiez au courant de ça, pour certains? Avec vos DGS, ils vous en ont parlé, bien sûr, j'espère, vos DGS. Non, Didier? L'État a mis 750 millions d'euros. Que nenni. L'État a mis 750 millions sur le fonds de clause de sauvegarde. Je ne connais pas encore le montant de ma subvention, mais je vais aller lui glisser à l'oreille. Un petit argument potentiellement s'ils l'ont eu. Ouais. Oui, quelqu'un s'exprimait, je crois. Non, je disais, nous, à Chambéry, on en a parlé, mais apparemment, ils l'ont pas, cette clause. Enfin, ça ne marche pas, parce que quand on fait le total des 20 impôts concernés… Ça ne baisse pas. A priori, c'est ce qu'ils nous disent. Ça ne baisse pas. Mais si ça ne baisse pas, ça veut dire que ça ne va pas si mal. Ouais. On va dire comme ça. Aux alentours de 17h, soit demain matin. Il y en a chez qui la clause de sauvegarde a été activée, non? Vous n'étiez peut-être pas au courant. C'est vrai que les DGS, on n'en a pas forcément parlé. Ça n'a pas été trop communiqué. Voilà. Et cette clause de sauvegarde, elle a été validée aussi pour 2021? Oui. Parce qu'en fait, 2020… n'a pas été si mauvais. Peut-être bien que oui, en fait, c'est 2021 qui va être… Oui, c'est probable. Ouais. Notamment en taxes, c'était peut-être pas si mauvais finalement en 2021. 2020, non, n'était pas si mauvais. Ouais. Ça sera peut-être beaucoup plus 2021. Oui, voilà, exactement. Donc, c'est aussi un argument pour votre subvention 2022. Ouais. On a une question de Françoise pour savoir si les cotisations des adhérents entrent dans le… Alors, dans un loté associatif? Oui, en l'occurrence. Un loté associatif. Alors, je commence par faire un tout petit rappel juridique, mais je vous rappelle qu'en loi 1901, la cotisation ne permet qu'une seule chose. La cotisation, elle permet quoi? En loi 1901, donc, d'être cordialement invité à l'Assemblée générale et à voter en Assemblée générale.
Voilà, tout ce qui est de la prestation n'est pas de l'ordre normalement de la cotisation. On devrait distinguer les deux, c'est-à-dire dans vos prestations, hein, si votre cotisation au restaurateur c'est 120 €, il faudra avoir une petite astérisque dans votre barème, hein, et en bas en disant dont 20 ou 30 € cotisation, qui permet de participer à l'AG. La cotisation, c'est la traduction financière de l'adhésion en loi 1901. Elle n'est pas obligatoirement payante, hein, il n'y a rien dans la loi 1901 en fait, hein. La cotisation peut être gratuite. Voilà. Et donc, la cotisation, est-ce que ça rentre dans les recettes commerciales? C'est une bonne question en secteur associatif. Il y a un texte qui est sorti, mais je ne préfère pas vous dire de bêtises, donc je ferai un petit appendice que j'enverrai à Eric pour vous répondre là-dessus. Oui, je ne suis pas sûr, en fait, effectivement, juste le montant de l'adhésion. Après, reste à savoir si formellement, dans les cotisations que vous facturez, on distingue bien la part d'adhésion à l'Office de tourisme de la part des prestations qui sont incluses. Oui. Mais j'ai un doute pour savoir, donc bien sûr, ça c'est la première étape, il faut distinguer les deux, mais j'ai un doute, est-ce que l'adhésion, normalement, elle est dans un compte 756, oui, en compta, ce n'est pas un compte 70. Mais comme ça fait quand même partie de l'activité, je ne me rappelle plus, mais il y a eu un texte là-dessus, hein, je vous le retrouverai, je vous l'enverrai. Oui, on fera passer. Il y a des personnes qui ont levé la main, là, pour parler. Oui. Brigitte Lebrun. Oui, bonjour, pour l'Office du tourisme d'Avoria. Nous, on gère un parc aquatique. Et j'ai une question pour les exonérations URSSAF pour le mois de novembre. Oui. Habituellement, on est fermé, donc on n'a pas de baisse de chiffre d'affaires puisqu'on a 0 et 0 l'année d'avant. Oui. Ben non, par rapport au même mois. Ben, vous êtes à moins 100% du coup, hein, c'est ça votre baisse de chiffre. L'année dernière, vous faisiez du chiffre en octobre ou pas? Non, non, en novembre, on est fermé. Donc, vous êtes toujours fermé? Oui. Ben non, là, ouais, je dirais plutôt non, là, ouais. Par contre, je lisais la deuxième ligne, soit avoir fait l'objet de mesures d'interdiction d'accueil. Ah oui, oui, dans ce sens-là, oui. Donc, je peux faire la demande quand même. Oui, pour, à ce titre-là, oui. Fermeture administrative. Voilà. Ouais. OK. Et sur la masse salariale concernée, quoi. Ben, en fait, il ne s'est pas distingué sur les dossiers, puisque c'est sur le même SIRET que l'Office, tout est ensemble. Oui, mais quand même par prudence, je ferai quand même la demande que sur la masse qui est concernée par la fermeture administrative. Ça me paraît logique. Bon, il faudrait relire le texte en détail, mais hein, l'Office n'est pas fermé administrativement. Non. Hein, c'est que la. C'est quoi? C'est une patinoire? Oui, un parc aquatique, une piscine. Un parc aquatique, hein, donc c'est très logique, c'est que la masse de l'entité qui est fermée, mais je regarderai quand même. Je regarderai quand même dans le texte. Je note la question. Hein. Merci. Gilles Léonard a encore une question? Non, c'est bon. D'accord. La main est restée levée, c'est pour ça. Moi, j'ai une question. Je ne vois pas où il faut lever la main, mais j'ai une question. Je voudrais revenir sur l'activité partielle longue durée. Oui. En fait, c'est une autorisation qu'on demande sur une longue durée, mais il n'y a pas de minimum de temps à mettre les gens au chômage partiel. Si, non, si on le fait et puis que ça dure qu'un mois, on passe quand même. Oui, en fait, alors il n'y a pas de minimum, mais il y a un maximum qui est de 6 mois. Alors même si c'est 24 sur 36 mois, chaque demande individuelle d'autorisation, hein, c'est comme le droit commun, là, il y a une demande d'autorisation à la directe. Chaque demande d'autorisation individuelle fait maximum 6 mois. Et donc ça peut être entre 1 et 6 mois. Ouais. Vous pouvez alterner des périodes chômées, non chômées. D'accord. Par contre, quand vous aurez atteint 24 mois, il faudra laisser 12 mois parce que c'est maximum 24 mois sur 36. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, il y a une dernière slide, hein, mais on va passer très vite. C'est sur une mesure qui est en attente. Voilà.
Excusez-moi, moi j'aurais une question. Oui. L'activité partielle droit commun qu'on aurait touché l'année dernière, oui. Là, elle n'était pas soumise aux 50%. En EPIC ou pas? Oui, en EPIC. Si, l'ordonnance, elle est sortie le 22 avril, ouais. Donc, à la limite, bon, on peut imaginer qu'il y a une tolérance sur mars-avril. Oui. Mais pour moi, ouais, à partir de mai, oui, si, En si. mai, on n'en avait pas. Mais, vous n'en aviez pas? C'était que mars-avril? Mm. Bon, ben voilà, vous direz que vous ne pouviez pas savoir puisque l'ordonnance n'était pas sortie. Ok. Ok, je vous remercie. Ok, bon, on rouvrira une dernière fois. Je termine juste sur une annonce qui a été faite là, qui est pour l'instant au stade de l'annonce, c'est-à-dire, bon, il faut être prudent, mais le ministre a annoncé qu'il y aurait potentiellement une prise en charge de 70% des frais fixes de tous les secteurs S1, alors ça serait ouvert pour l'instant, qui ont un chiffre d'affaires mensuel de plus d'1 million d'euros. Voilà, bon, là on est sur des grosses structures. Et le ministre a dit, bon, pour les plus petites structures de moins d'1 million par mois, on va voir, on va peut-être l'étudier. Ça pourrait être une mesure qui est adossée au fonds de solidarité. Je vous rappelle que cette mesure s'applique aujourd'hui à vos remontées mécaniques. Les remontées mécaniques ont une aide aujourd'hui qui est égale à 70% des frais fixes, lesquels, je crois, sont évalués forfaitairement à 70% du chiffre d'affaires. Donc, ça fait 70%, 70%. Chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années. Aujourd'hui, il y a une aide spécifique pour les remontées, vous l'avez sans doute vu passer, qui a été votée. Voilà, ce n'est pas impossible que cette mesure s'étende au secteur S1. Bon, à mon avis, ça va être adossé au fonds de solidarité. Ça veut dire que si le régime déjà actuel est supérieur à ces 70%, on n'aura rien. Si on a des gros frais fixes supérieurs au régime actuel, peut-être qu'on aura un petit complément. Bon, en tout cas, c'est pour l'instant au stade de l'annonce, donc avec prudence, à manier avec prudence. Voilà pour cette partie 4. Ça va? Vous avez peut-être vu passer d'autres aides, non? Localement ou dans le Nord-Isère, peut-être, Marie, qui a peut-être des aides particulières. La communauté d'agglomération Porte de l'Isère à Bourgoin-Jallieu est assez dynamique avec les sociopros, mais je ne saurais pas rentrer dans le détail. Oui, les collectivités pouvaient abonder au fonds de solidarité. Il y en a qui l'ont fait. Je crois que Lyon l'a fait. Oui, dans le Sud, j'ai vu aussi une collectivité qui l'a fait. C'est-à-dire une collectivité décidait sur certains codes NAF avec l'État. Hein, ça se faisait automatiquement. Hein, parce que on a la RIB, du coup, il y avait un supplément qui se faisait pour le sociopro. Bon. ADN Tourisme est en train de faire un recensement des dispositifs locaux. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu passer et qui commence en fait, il a mis à jour en temps réel. Donc n'hésitez pas si vous avez reçu le mail quand ces jours-ci. C'est intéressant. Hein. Oui, vendredi. Allez voir. C'est intéressant. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent sous forme de prêt. Bon, je ne vais pas parler du PGE, par exemple. Hein, le PGE en office de tourisme, le prêt garanti par l'État. On n'est pas très concerné, mais. Il y a justement une demande à ce sujet. Oui. En fait, c'est savoir si les OT ont demandé des PGE. Je ne pense pas, mais peut-être oui. Nous, à la Rosière, on est en train de regarder. D'accord. Alors, il n'y a pas beaucoup, hein, parce que notre banque nous a dit qu'en Rhône-Alpes, il n'y avait que deux structures qui l'avaient fait. Simplement, avec toutes les recettes qui ont baissé, pour équilibrer le budget, ce n'est pas simple. Et le PGE serait plus pour aider à la trésorerie. Trésor. Voilà. On a fait des perspectives comme beaucoup avec un hiver à 20% d'une activité classique. Et donc, on a regardé pour faire un PGE et on est en plein dans les discussions avec la banque. Donc, voilà. Parce que notre municipalité n'augmentera pas sa subvention, voire elle souhaite la diminuer. Et avec les 500 000 euros de perte de recettes qu'on a, c'est compliqué de tout équilibrer. Et puis, comme beaucoup, on a des charges fixes importantes, la masse salariale et puis toute l'administration générale qui sont relativement fortes. Donc, voilà, nous, on regarde cette solution-là. Donc, le PGE, pour rappel, hein, c'est un prêt garanti par l'État qui est un maximum de 25% de vos recettes commerciales annuelles. Hein, vous prenez votre chiffre d'affaires 2019, vous divisez par 4, ça vous donne un plafond potentiel de PGE. Ça se rembourse entre 1 et 5 ans, sur des taux très bas. Hein.
Et voilà, il faut quand même convaincre une banque sur la base d'un plan de trésorerie. L'inconvénient du PGE, c'est que comme tout prêt, il faut le rembourser, c'est-à-dire dégager une CAF ou un EBE, sans faire trop de finances, hein, mais dégager, je dirais, un flux de trésorerie suffisant pour payer les annuités de remboursement futur. C'est-à-dire alors qu'on était plutôt sur de l'équilibre budgétaire, en noté, si on a un PGE, il faut plutôt imaginer un peu des excédents budgétaires pour rembourser, quoi. C'est ce que du coup la Toussuire, hein, Françoise, nous indique, la Toussuire en a sollicité. Hein. D'accord. D'accord, bon, ça peut effectivement permettre de passer un cap en trésorerie, quoi. Brigitte Lebrun, à la main levée, une question? Oui, non, c'est pour dire qu'il y a aussi l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans qui est valable pour les saisonniers. Exact, j'en ai pas parlé. Elle a été renouvelée, là. Oui. Mais ça ne marche pas pour les EPIC, ça. Bah, il me semble pas. Hein. D'accord, je vérifierai, je vous ferai une réponse. Je crois pas, hein. Je vais regarder, moi. J'ai mis dans le chat le lien vers le recensement de ADN Tourisme. Voilà. D'accord. Ça pointe vers la newsletter et derrière, vous avez un tableau qui, voilà, les gens enfin, c'est dans toute la France, hein, mais toutes les idées de plan de relance. Et je vais vous mettre le lien sur la clause de sauvegarde, là, dont on parlait tout à l'heure. Vous trouverez la liste des 20 impôts qui sont concernés. C'est un article de la Banque des Territoires, de la Caisse des dépôts. Donc, aide moins de 26 ans pour les EPIC, je vous ferai une petite réponse par l'intermédiaire d'Éric. Oui, on vous fera passer là, les quelques réponses les quelques questions restées sans réponse. Là, on vous fera passer donc l'ensemble des inscrits à ce web séminaire les réponses. Moi, j'avais une petite question par ailleurs. Est-ce que, en tant qu'office de tourisme, vous êtes sollicité par vos partenaires, notamment par les sociopros, sur justement les dispositifs et leur éligibilité donc, de vos partenaires à ces différents dispositifs? Est-ce que c'est une question qui remonte auprès de vous ou est-ce que par leur filière, par leur réseau, ils ont déjà suffisamment d'informations? Je parle pour la Rosière, nous, nos sociopros, ils ne reviennent pas vers nous sur ce sujet-là. Je pense que tous les magasins de sport, via leur branche, ils sont au courant des infos. Les hébergeurs, c'est pareil. On leur a quand même, via des newsletters, poussé quelques infos, mais honnêtement, ils étaient déjà bien informés sur ces sujets-là. C'était un peu la guerre de cette saison, donc c'était leur préoccupation première et ils n'avaient pas besoin de nous. D'accord. Je ne sais pas si dans les autres stations, il y a d'autres. Le tourisme, c'est pareil. Les sociopros ont leur propre information par leurs différents syndicats ou cabinets comptables. Par contre, ils nous demandent plutôt, je ne sais pas si d'autres OT ont le même financement par le partenariat, demandent des réductions sur le partenariat. D'accord. À ce titre-là, nous, on avait fait moins 20% sur l'adhésion, enfin sur les cotisations et le partenariat de l'Office, vu la saison dernière. Mais on ne refera pas plus. Donc, voilà, on avait fait un geste de solidarité, mais on ne peut pas annuler les cotisations, ça représente trop de… Mais effectivement, c'est des discussions qui vont s'engager et qui ne vont pas être faciles à aller récupérer les adhésions et les cotisations des partenaires. Aller demander une cotisation à un restaurateur qui n'a pas pu ouvrir ou qui fait que de la vente emportée, c'est toujours un peu délicat. Ouais, nous, on a fait, pour info, sur 2020, on a squeezé la cotisation carrément, qui ne sont pas des grands montants, donc pour les prestataires eux-mêmes, ce n'est pas énorme. La perte, elle est plus pour l'office que pour chaque prestataire. Et sur 2021, on a fait 30% de remise. On est en cours là, sur le début de l'année, là, sur la campagne. C'est sur les restaurateurs, oui, qui risquent d'avoir plus de difficultés. Mais après, sur des événements, on est en démarchage de partenariat.
globalement, ça se passe bien, sauf les restaurateurs où on a fait une croix dessus, quoi. Ouais. Par principe, on les a démarchés en disant pour la forme, mais on comprendra très bien que vous nous lâchiez, et en général, c'est le cas. Ils ne peuvent pas faire d'efforts de partenariat sur des événements qui sont des montants un peu plus importants que des cotisations. Mais après, sur les cotisations, pour l'instant, par contre, on en a fait les 2/3 et il n'y a pas beaucoup de déchets. Sur l'effet de 30% de remise a été très apprécié par les gens. On a plus eu des messages de remerciements que des gens qui nous ont lâchés. Apparemment, c'est donc, il y a quelques avis qui vont un peu dans ce sens-là dans le chat, là, avec des baisses de cotisations qui sont pas forcément encore décidées, mais envisagées en tous les cas. Et en Haute-Savoie, il y a pas mal de discussions entre directions là en ce moment, avec tous les cas de figure. J'ai connaissance d'un OT qui a supprimé complètement les cotisations cette année. D'autres, c'est 50%. Mais il y a beaucoup d'échanges entre directeurs sur ce sujet-là. Il y en a qui n'osent pas lancer les campagnes de cotisation. Ils retardent. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Écoutez, Moi, j'ai une question, c'est sur l'activité partielle. Si on n'a pas le droit à l'activité partielle, comme on a mis les salariés en activité partielle et à 70% de leur salaire, est-ce qu'on est obligé de les repasser à 100% et faire une régule de salaire? Bon, là, il y a deux sous-questions. Il y a l'historique et puis maintenant, quoi. Mmh. Donc, en historique, vous les avez mis depuis quand? Depuis mars, c'est ça? Depuis mars 2020. Parce qu'on disait l'ordonnance étant sortie fin avril, on peut dire, bon, mars, avril, on ne pouvait pas être au courant. Après juin, vous avez arrêté? Oui. Oui. Et vous avez repris, c'est ça, au mois de décembre? Au mois de décembre. Au mois de mai aussi, quoi. Bon, voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. Soit vous vous signalez à l'administration, soit vous rectifiez à partir de maintenant. Après, il y a une autre voie qui consiste à vous indemniser, vous mettez le salarié en activité partielle parce qu'il n'y a vraiment pas de choix, il n'a pas d'activité. Vous l'indemnisez à 70 et vous ne demandez pas le remboursement à l'État, vous voyez? Vous avez quand même l'exonération de charges sur l'indemnisation. Ce qui est, bon, il vous reste quand même le coût salarial, mais pas les charges sociales. Ça, c'est une possibilité. C'est ce que certains gros offices ont fait, effectivement. Je pense à Maurice-les-Arcs. De se mettre en activité partielle, mais pas demander de remboursement. Oui. Vous économisez quand même les charges sociales. Mais la personne ne travaille pas. OK. Donc, il n'y aurait pas un retraitement dans tous les cas, même s'il nous demandait de rembourser les versements. Ah ben dans ce cas-là, non. Mais là, je suppose que dès décembre, janvier, vous avez déjà demandé le remboursement, non? Décembre, janvier? Ouais. Mais normalement, c'est plutôt ma question est, est-ce qu'on doit payer, enfin, remettre le salarié à 100%? Eh bien, si vous ne le mettez pas en activité partielle, ouais, il faut quand même lui fournir la force de travail, quoi. Ouais. Vous êtes en annualisation ou pas? Non? On est aux 37 heures semaine avec des jours de RTT. Avec des jours de RTT, bon, après, voilà, il y a une possibilité de faire prendre des jours de RTT. Mais à un moment donné, ouais, c'est l'employeur qui fournit le travail. Donc, non, on a dit que si on les mettait en activité partielle, on pouvait les mettre en activité partielle sans demander le remboursement. Oui, ça c'est une troisième possibilité. Ouais. Voilà. Vous les mettez en activité partielle, comme le bulletin de paie que je présentais tout à l'heure, hein, vous faites une absence de 100%, vous maintenez les 70% du brut. Si vous vous arrêtez là, il va avoir 85% de son net sans travailler. Éventuellement, vous maintenez les 15% restants. Tout ça aussi, ce n'est pas soumis à charge sociale. Et donc, vous allez le payer avec, ça va vous coûter que le brut, sans charge.
c'est toujours mieux que brut chargé. Mais à un moment donné, oui, c'est à l'employeur de maintenir la force de travail. S'il n'y a plus du tout de travail, qu'est-ce qui reste? Il reste le licenciement économique, c'est que le poste de travail n'existe plus. Mais je passe moi, sur l'historique, sur même depuis décembre, janvier. Si on a mis les personnes à 75% et on doit rembourser les aides, en aucun cas, l'employé peut demander à ce qu'on lui paye les 30% restants. Vous avez maintenu le net ou pas? Non, non. Vous n'avez pas maintenu le net, donc il y a un petit décalage. Oh, vous savez, les prud'hommes sont créatifs parfois, hein, je ne sais pas. Est-ce qu'un salarié dira finalement, mon employeur n'avait pas le droit à l'activité partielle, donc j'aurais dû avoir 100% de son net, de mon net. Que dirait un conseiller prud'homal là-dessus? Je ne sais pas. Il n'a jamais été, donc… Le salarié n'a pas travaillé dans ce cas-là. Mais là, il n'a pas travaillé, je crois, hein, c'est votre cas. Hein. Oui, ils n'ont pas travaillé. Ils n'ont pas travaillé, donc on leur a maintenu 85% du net, mais on n'était pas dans le champ de l'activité partielle, on n'aurait pas dû. Oui, on n'aurait pas dû. Parce que les conditions que vous citez pour être en activité partielle, c'est pour être en activité partielle ou pour avoir des aides? Non, là c'est pour avoir des aides. Hein. C'est pour avoir des aides. Hein, donc on peut mettre en activité partielle. Oui. D'accord. Ah oui, si ça ne coûte rien à l'État. L'État, voilà. C'est le fait qu'on a une allocation qui nous rembourse l'indemnité du salarié, c'est ça qui… Oui, mais il faut quand même faire une déclaration de demande de chômage partiel, non? On ne fait rien? Oui, si, il faut quand même la faire. Il faut quand même la faire. Et là où il y a une case à cocher, vous voyez, vous verrez, dans la case à cocher, vous ne demandez pas le remboursement. Ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Bon, personnellement, je changerai en février, mais je laisserai décembre, janvier. Mais bon, après tout ça est une analyse à faire selon le volume, etc., le risque.